C'est avec plaisir que j'accueille Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es chargé de dossiers et de communication à Action Autonomie, qu'on connaît bien maintenant. C'est bien ça. Depuis déjà plusieurs années qu'on connaît bien Action Autonomie, qui participe régulièrement à nos émissions. Tu viens nous présenter un document qui est quand même très récent, relativement chaud encore. Là. C'est un guide, en fait, Ma santé mentale et mes droits au travail. Un beau petit guide qui est vraiment, qui a l'air vraiment accessible et facile justement de lecture et tout. Donc, pourrais-tu nous en parler? Pourquoi d'abord avoir produit ce guide-là chez vous? C'est un guide qui répond à beaucoup de besoins. On recevait beaucoup d'appels de gens qui avaient des difficultés avec leur travail et des problèmes d'absentéisme ou autres qu'ils pouvaient avoir en lien avec leur santé mentale. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît le problème de santé mentale comme un handicap. Nous, on n'aime pas toujours parler de santé mentale comme un handicap, mais au fin de la Charte, c'est la même chose qu'un handicap. Et on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base d'un handicap ou d'un moyen pour pallier au handicap. Ce qui fait que si une personne a un problème de santé mentale, on ne peut pas la priver d'avoir un emploi, on ne peut pas la congédier pour cette raison-là, et on ne peut pas lui refuser de prendre des congés de maladie, notamment. C'est un thème un peu fort, mais dans les circonstances, ça assure au moins une reconnaissance, si on veut. Comment vous voyez ça chez vous, Action Autonomie? Est-ce que c'est un petit peu un terme péjoratif quand même? Ouais, ça assure une protection. C'est sûr que dans des textes légaux comme ça, on utilise des formulations génériques qui sont englobantes et c'est la jurisprudence après qui fixe qu'est-ce que c'est exactement qu'un handicap. Ouais. Et il y a des gens qui sont allés contester des congédiements sur la base de la charte et qui ont eu gain de cause parce que le juge a considéré que le problème de santé mentale était un handicap, c'est-à-dire une situation qui vient entraver le bon fonctionnement d'une personne. Oui. Le guide lui-même, Ma santé mentale et mes droits au travail, comment tu pourrais nous peut-être faire brosser un peu c'est difficile à la radio, mais de montrer un petit peu ce qu'on peut y retrouver ou Il se divise en 3 blocs. Ouais. 3 blocs qui correspondent à autant de problèmes importants qu'on rencontre dans sa vie de travail. Le premier, c'est celui qui concerne la recherche d'emploi. Toute la question des questionnaires d'embauche où on demande à des personnes, avez-vous un passé en psychiatrie, par exemple? Ça, il faut savoir que c'est une question qui est illégale. On ne peut pas poser ce genre de questions-là et la personne n'est pas tenue d'y répondre. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, si la personne en entrevue d'embauche se fait poser la question et répond « Je ne veux pas répondre à votre question parce qu'elle est illégale », ça fait ça commence mal la relation. Ça. Voilà, et c'est l'équivalent de dire « Oui, j'ai un problème de santé Exactement. mentale ». Donc, c'est pas au-delà des lois, des droits et des principes, dans la pratique, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles parfois à appliquer. Je savais pas même qu'on demandait cette question-là. Les employeurs ont commencé à... C'était pas si présent que ça, me semble, avant. Il y en a, ça arrive quand même assez fréquemment. Ouais. Et ce qui arrive aussi, ce sont les questionnaires médicaux. Souvent, des gens vont passer des questionnaires médicaux une fois que, en principe, on les a embauchés. Ouais. Ces questionnaires-là ne sont pas, et ces tests médicaux-là ne sont pas nécessairement illégaux dans la mesure où ils sont liés avec l'emploi postulé. Par exemple, si je dis pas que j'ai une hernie discale et que j'applique sur un poste de manutentionnaire pour soulever des caisses de 20 kilos, ben ça se peut que j'aie un problème. Ouais. Mais par contre, si pour le même poste de manutentionnaire, on se met à vouloir connaître mes évaluations psychiatriques que j'ai passées il y a 15 ans quand j'ai fait une dépression, ben là, il y a un abus. Ouais. Donc, c'est tout ce dosage-là qu'il faut être capable de reconnaître et de éventuellement contester là, si l'employeur outrepasse ses droits. Est-ce que dans le guide, on donne des trucs ou est-ce qu'il y a des trucs, justement, qu'est-ce qu'on doit faire dans une je pense que le meilleur truc, c'est de savoir ce qu'il en est et de se comporter le mieux possible. Il y a toujours l'éternel dilemme de savoir est-ce qu'on déclare ou on déclare pas. Si on déclare, on risque de pas être retenu. Si on déclare pas puis que c'est découvert plus tard, on risque d'avoir été accusé d'avoir menti en entrevue, etc. Mais il y a des recours. Donc, il faut savoir que il y a des recours aussi face à ces situations-là. Et il faut connaître, encore une fois, le fait que la Charte interdit de discriminer sur cette base-là. Ouais.
L'autre aspect, c'est les congés maladie. Une fois qu'on est en emploi, il peut arriver qu'il nous arrive un problème de santé mentale qu'on n'avait pas déjà. Les plus fréquents sont sûrement le burn-out et les dépressions, les épisodes dépressifs. Donc, il faut savoir que la loi sur les normes du travail autorise dès 3 mois de service à prendre un employé à prendre jusqu'à 26 semaines de congés sans solde. Donc, l'employeur ne peut pas congédier la personne, même si elle est arrivée récemment. Peu importe la raison, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça. Peu importe la raison. Il faut remettre un billet médical, bien sûr. Mais à partir du moment où un médecin confirme qu'on a un problème de santé, quel qu'il soit, on peut prendre ce congé-là. Okay. Dans d'autres cas, évidemment, quand ça fait plus longtemps qu'on est là, quand on est syndiqué, quand on a des assurances collectives, ben là, la réalité est différente. C'est certain que c'est toujours plus compliqué pour un problème de santé mentale de le faire reconnaître, par exemple, par un assureur, parce que il n'y a pas une prise de sang qui va le confirmer, il n'y a pas une radiographie qui va le confirmer, c'est pas un problème physique. Donc, des fois, on va être obligé de passer des contre-expertises par des médecins qui sont payés par la compagnie d'assurance. Et donc, les gens qui s'absentent pour des raisons de santé mentale ont souvent une lutte un petit peu plus intense à faire que quelqu'un qui va se blesser, qui va se fouler une cheville ou qui va se faire mal au dos. Et c'est encore le cas maintenant, parce que j'ai été témoin de ça il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, de gens qui avaient un peu de difficulté. On sentait que c'était plus ardu, justement, de prouver que c'était vraiment une problématique de santé mentale, mais à ce que tu dis, c'est encore présent. C'est encore beaucoup comme ça. Il y a des maladies comme la fibromyalgie, par exemple, qu'on appelait, il y a quelques années, un mal imaginaire. Aujourd'hui, elle est reconnue, mais elle est encore difficile à diagnostiquer. Et évidemment, les compagnies d'assurance font le maximum pour payer le moins possible d'indemnités à leurs cotisants. Donc, il y a des expertises importantes et assez envahissantes qui peuvent se faire, et ça peut devenir pénible à certains moments. C'est un chiffre important à retenir, en fait, qu'on a droit à 26 semaines sans solde. Tu sais, les gens ne savent pas toujours, c'est juste après 3 mois de service. Donc et ça, c'est la loi sur les normes du travail. Donc, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Et les gens qui sont syndiqués, c'est leur convention collective qui s'applique, mais la convention ne va jamais en bas de la loi sur les normes du travail. Donc, ça ne peut être que plus. C'est ça, exactement. Et le troisième aspect, c'est le retour au travail, parce que quand on a eu un problème, à un moment donné, on veut essayer de retourner au travail, et à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de faire ce qu'on appelle, dans le langage consacré, un accommodement raisonnable à la personne. Parce que la charte reconnaît effectivement qu'on peut pas discriminer une personne ni sur son handicap, ni sur le moyen qu'elle utilise pour y pallier. Donc, on peut, pour pallier au handicap, entre guillemets, demander, par exemple, des aménagements de tâches ou des aménagements d'horaires ou un retour progressif à temps partiel, etc. En principe, l'employeur, si cette demande-là est raisonnable, réaliste, réalisable, il devrait accepter, il devrait être tenu d'accepter ces accommodements-là de façon à permettre à la personne de vivre un succès, finalement, dans sa réintégration au travail. Il y avait une participante qui était venue ici. Il y a certains milieux qui sont beaucoup plus difficiles aussi à approcher à ce niveau-là. Tu sais, elle travaillait dans le domaine financier, bancaire et tout ça. Puis c'était toujours la performance. Puis d'avoir un retour progressif, c'est toujours un peu embêtant pour l'employeur qui veut rentabiliser, entre guillemets, son employé. C'est pas toujours évident, hein, ça. Non, il y a des milieux qui sont plus toxiques pour la santé mentale que d'autres. Puis effectivement, la pression sur la performance, c'est ça qui amène souvent des burn-out. C'est ça qui amène des états dépressifs. Il y a aussi souvent dans ces milieux-là des problèmes de harcèlement. On prend un employé comme en grippe parce qu'on ne le considère pas suffisamment performant et on met encore plus de pression dessus dans le but plus ou moins avoué de faire en sorte qu'il quitte son poste. Et ça non plus, c'est pas légal. Évidemment, il y a des recours contre ça. Encore une fois, si les gens sont syndiqués, ils peuvent déposer des griefs, ils peuvent faire des démarches avec leur syndicat. Sinon, ils peuvent porter plainte soit à la Commission des droits de la personne, soit à la Commission des normes du travail, qui s'appelle aujourd'hui la CNESST, puisqu'il y a eu fusion autour de ça avec la CSST, notamment pour la Commission de l'équité salariale. Mais on peut faire des démarches devant ces instances-là pour obtenir justice. C'est certain que ce sont pas des démarches faciles. La preuve est souvent difficile à faire, mais ça vaut quand même la peine de le faire si on fait face à une aggravation importante de son état de santé ou à une menace de perdre son emploi. Et du côté syndicat, on est assez à l'aise ou on est assez ouvert en termes de défense, parce que souvent certains syndicats
sont peut-être plus performants que d'autres. Il y en a qui sont bien contents d'avoir les cotisations des membres, mais quand c'est le temps d'aller au front avec les membres, c'est toujours facile. Encore là, les activités des syndicats sont régies par des lois, par le Code du travail, et une personne qui n'est pas satisfaite du service qu'elle a reçu d'un syndicat et qu'elle peut faire la démonstration qu'il y a eu une mauvaise foi manifeste, peut invoquer le célèbre article 47.2 du Code du travail qui lui permet de prendre un recours à l'encontre de son syndicat. Ça aussi, c'est une possibilité qui existe. Encore là, c'est pas facile. Il faut aller chercher un avocat. Il faut avoir un dossier très bien monté. Mais c'est une possibilité qui existe. Mais en général, je dirais que le mandat d'un syndicat, la mission d'un syndicat, c'est de défendre ses membres. Donc, on prend pour acquis que la plupart des exécutifs syndicaux vont recevoir les plaintes qui leur sont présentées, là, puis vont les traiter adéquatement. Oui, chez Action Autonomie, vous avez plusieurs cas de défense. Vous avez une implication au niveau pour informer le public, mais aussi pour accompagner des gens. Est-ce que ça arrive souvent que vous accompagnez quand il y a des questions de travail, de droits justement qui sont bafoués au travail? Oui, ça arrive assez souvent. On peut pas tout faire, évidemment. On peut pas accompagner la personne autant qu'elle en aurait besoin parce que ça demande un accompagnement parfois assez intensif, mais on peut à tout le moins donner des conseils aux personnes puis leur faire prendre conscience là, de la réalité du droit qu'elles ont, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, puis on sait que le travail, c'est la santé aussi. Là. C'est pas un cliché, c'est vraiment le cas. Quand les gens deviennent autonomes, ont un travail, sont capables de se maintenir en emploi, qu'ils aient eu ou pas des problèmes de santé mentale, on sait que c'est extrêmement important. Là. C'est la base pour le... Puis évidemment, la sécurité financière est importante aussi. On sait que la pauvreté est un vecteur important de problèmes de santé mentale. C'est ça cause à son tour des problèmes, effectivement. As-tu quelque chose à ajouter? Il y a peut-être une minute avant de donner les coordonnées. Puis évidemment, le guide, je pense, va être aussi disponible. On a encore une couple de minutes. C'est ça, le guide a été lancé au mois de mars dernier. Ouais. Et oui, il est disponible. On peut nous appeler à Action Autonomie au 514-525-5060 et on peut à la fois discuter avec un conseiller qui va se pencher sur la situation particulière de la personne, mais on peut aussi se procurer ce guide-là, le faire connaître dans son milieu de travail, le faire connaître dans son syndicat aussi, c'est possible parce que les gens les représentants syndicaux sont pas toujours au courant de tout ce qui est possible de faire pour aider leurs membres. Donc, c'est un document qui s'adresse à tout le monde puis qui vise finalement à faire respecter les droits des personnes dans leur activité de travail. Oui, j'aimerais rappeler le titre, c'est Ma santé mentale et mes droits au travail, un beau guide coloré, attirant, qui semble vraiment concis et droit au but, en fait, qui donne vraiment... des grands thèmes, mais c'est vraiment intéressant comme guide. Est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées? Parce que c'est la meilleure façon, je pense, de savoir comment on se procure le guide. Là, voilà. Alors, vous pouvez nous appeler au 514-525-5060 pour obtenir une copie, soit par la poste, ou encore vous pouvez vous présenter à nos bureaux au 3859 rue d'Endurant. Ouais. Et sinon, vous pouvez aussi consulter notre site Internet qui est le www.actionautonomie.qc.ca. Et il y aura non seulement le guide dont on parle, mais il y a aussi plein d'autres informations sur la défense des droits en santé mentale. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. Donc, tu es chargé de dossiers de communication chez Action Autonomie. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.